Non, pour découvrir ensemble voilà, les différentes actions et les différents sujets les questions que se posent les cavistes pour améliorer leur empreinte carbone. Voilà, en plus de faire du bio et le travail qu'ils font aussi avec leurs fournisseurs, leurs clients. Donc j'accueille et merci de leur présence. Donc Aude Legrand, qui est vice-présidente de la Fédération des cavistes indépendants, qui va animer cette conférence et qui est accompagnée donc, de Clémence Hugo, qui est coordinatrice de France Consigne, donc, qui nous fera un petit topo sur la consigne, et Laurent Ménadier, donc, qui est vigneron pour le château Champ des Sœurs, donc qui nous partagera son expérience. Voilà, je vous laisse la parole. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je me présente, Aude Legrand, je suis caviste en région parisienne, à Issy-les-Moulineaux, dans le sud-ouest parisien. Je suis la quatrième génération de cavistes et je suis maître caviste. L'idée de cette conférence aujourd'hui, c'était de poser la question de comment les cavistes pouvaient s'insérer dans la continuité du travail des vignerons et comment, au quotidien, ils veillaient à diminuer l'empreinte carbone de la profession. Afin d'adapter le discours et d'être efficace, je vais vous demander, est-ce qu'il y a des cavistes dans la salle? Levez la main. Alors vous, tout le monde va vous sauter dessus en sortant. Est-ce que vous êtes inscrit à la FCI? Sinon, Angélie est là et tout à fait prête à prendre vos bulletins. Voilà, ça c'était pour la partie fédération. Et sinon, est-ce qu'il y a des vignerons dans la salle? 1, 2, 3, 4, quelques-uns. Merci d'être là. Alors, l'idée, c'était de... Je ne sais pas, c'est toi qui switch les... Voilà. L'idée, c'est de dire, évidemment, on va donner quelques grandes généralités. Dans le quotidien, dans nos quotidiens de cavistes, tous les gestes comptent. Et c'est un peu l'objectif de cette conférence aujourd'hui. C'est alors potentiellement d'échanger, donc vous pourrez aussi compléter ce qu'on va dire. Et 1 heure, ça passe très vite. Et que tout ce qu'on fait à nos niveaux compte évidemment pour sauver Dame Planète ou arrêter de l'abîmer un peu plus. L'idée fonctionnait en tant que caviste, quand on sélectionne, on pose souvent beaucoup de questions à nos vignerons sur leur empreinte carbone, est-ce qu'ils sont bio, est-ce qu'ils sont en biodynamie, combien ils mettent de SO2, etc. etc. Et l'idée, c'était comment nous, on s'inscrit dans cette continuité-là. Donc, on a tout un tas de petits gestes. Très certainement, les cavistes qui sont dans la salle le font déjà pour beaucoup, comme réutiliser les cartons. Donc, on dépote toute la journée pour remplir nos rayons. On a énormément de cartons. Tous nos clients qui achètent plusieurs bouteilles, ouais, c'est évident. Je me suis aperçue qu'il y en a qui ne le faisaient pas encore. Voilà, c'est pour donner que tous ces petits gestes, nous, il y a quelques années, on a commencé à demander à nos clients s'ils avaient besoin d'un sac, au lieu de leur en donner systématiquement. Et on a réussi à baisser de 2/3 notre consommation de sacs en papier, par exemple. Voilà. Il y en a qui le font payer, il y en a qui le mettent. Mais même si on le paye, est-ce qu'on en a vraiment besoin, finalement? De proposer des cabas de bouteilles réutilisables que les clients gardent et ramènent. Ça sert aussi d'objet de communication, de publicité. Et puis, il y a des... voilà. Nous, on demande beaucoup à nos fournisseurs, et c'est pour ça aussi que c'était intéressant d'échanger avec les fournisseurs ici présents, de travailler avec eux main dans la main. Et dans cette histoire de petits colibris où chacun prend sa part, de beaucoup échanger. Alors on échange souvent entre cavistes. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Comment tu le fais? Est-ce que tu fais payer tes sacs? Est-ce que tu fais payer l'emballage cadeau ou pas, etc. Et on se donne des idées les uns aux autres. Et on en parlait beaucoup avant la conférence. Il y a aussi des plus gros gestes à faire tous ensemble. Et le caviste a son rôle à jouer auprès du client en expliquant, et auprès du fournisseur, du vigneron, en demandant et en échangeant. Par exemple, simplement de demander à nos vignerons d'éviter tout un tas de suremballage. Avec les champenois, c'est pas toujours très très évident. Nous, on l'a demandé, même quand c'est offert, on demande à nos amis, alors champenois,
de ne pas mettre d'emballage individuel autour de leur bouteille, en plus du carton. Et que si le client a besoin d'un cadeau, on le fera. Parce qu'on s'est aperçu que finalement, sur le nombre de bouteilles de champagne vendues, il y en a très peu qui s'offraient. Chez nous. C'est peut-être pas valable chez d'autres. Nous, les solutions qu'on a trouvées sont peut-être pas possibles de mettre en place chez d'autres. Mais ce sont des choses à réfléchir. Alors, la petite chose qui est rigolote et qui marche vraiment très très fort, enfin c'est un peu plus que rigolo d'ailleurs, mais c'est la collecte de bouchons qu'on collecte pour France Cancer. C'est le truc que nos clients se sont appropriés en 2 temps, 3 mouvements. On a mis les affiches, on a communiqué dessus. 2 jours après, on avait des sacs entiers de bouchons. En fait, les gens, ils gardent déjà leurs bouchons. C'est incroyable. Donc, on participe à la recherche contre le cancer. Donc, on sauve des vies. Et France Cancer donc, collecte des fonds en revendant les bouchons oui, à une société qui les retraite pour rentrer dans de l'isolation. Donc on sauve des enfants et on sauve la planète. Si ce n'est pas une bonne raison d'ouvrir des bouteilles, je ne sais pas ce que c'est. Nous, on est en milieu urbain. On a des clients qui ont mis des collectes de bouchons dans leur collectivité, enfin dans leur hall d'immeuble. Voilà, donc on s'est aperçu que ça, c'était quelque chose qui marchait super fort. Et puis, développer la vente de produits en vrac. Sur les spiritueux, ça se fait pas mal. Sur le vin, un petit peu moins. Ça marche pas mal non plus. On explique en plus aux gens qu'ils ne payent pas l'emballage, ils payent vraiment plus le produit. Ça marche assez bien. Et puis, il y a 2 gros sujets sur lesquels on va rentrer un petit peu plus en profondeur, qui sont le sujet de la capsule et le sujet de la bouteille réemployable. Sur le sujet de la capsule, vous le savez, vous ne le savez pas, mais depuis quelques temps maintenant, la Marianne, qui est sur la capsule, n'est plus obligatoire. On peut passer complètement dématérialisé. Ce qui veut dire que la capsule est proche de l'inutile. C'est un déchet inutile. Donc on s'est dit qu'on allait, c'est pas que nous d'ailleurs, il y a finalement plein de gens qui le font, on s'est aperçu, de demander à nos vignerons, quand ils le pouvaient, quand ils le voulaient, voilà, de nous livrer les vins sans capsule. Alors c'est peut-être là où on va faire une petite incursion douane, puisque la Marianne, qu'est-ce que c'est ? Ça montre que vous avez payé les droits de douane. Et si vous avez déjà le statut d'entrepositaire, si vous vendez à des professionnels, c'est le cas ou pas ? Voilà. Alors là, il faudra, à partir du moment, petit rappel à la loi, quand vous vendez plus de 90 litres et que vous facturez une entreprise, par exemple une campagne de colis cadeaux, vous êtes censé être entrepositaire pour les douanes. Vous avez le droit de vendre jusqu'à 90 litres en particulier de vin. Pour un particulier, ça ne pose pas de souci. Vous recevez votre document, votre marchandise, vous la recevez de chez votre fournisseur, sans capsule. La facture, très souvent, fait office de DSA. Il y a un petit numéro spécifique dessus. Et vous, si vous revendez uniquement à des particuliers, jusqu'à 90 litres, il n'y a aucun problème. La facture du magasin, le ticket de caisse, fait office de document de douane. Si par contre, vous revendez à des professionnels, vous devez avoir un numéro de sous-entrepositaire et retransmettre le numéro que vous avez reçu par votre fournisseur. C'est assez simple. C'est une simplification. Hein. Vous n'êtes pas entrepositaire. Vous recevez sous douane, donc vous recevez en acquis. Voilà, pardon. Vous recevez en acquis, vous revendez en acquis. Ça ne pose pas de souci particulier. Il faut juste vous déclarer comme entrepositaire, ce que normalement vous devez déjà faire si vous faites par exemple des campagnes de colis cadeaux un peu importantes avec des facturations d'entreprise. Pour les vignerons, je vais peut-être laisser Laurent sur les capsules, peut-être un petit peu plus dire tes freins ou le moteur. Juste, je vais préciser que nous, au niveau des particuliers, de nos clients, ça pose strictement aucun problème. Une fois qu'on leur a expliqué que ça ne servait à rien, d'où notre rôle de communicant en aval auprès de nos clients,
on s'est aperçu que ça posait strictement... Ah bon, ça sert à rien ? Bah effectivement, c'est pas la peine d'en mettre. Et en plus, c'est plus facile à ouvrir. Et en aval, on s'est aperçu que rien que de le demander à nos vignerons, il y a plein de vignerons qui étaient déjà prêts et qui nous ont envoyé les vins sans capsule quasiment du jour au lendemain. Donc on a déjà, nous, plus d'une dizaine de vignerons qui sont, chez qui on achète du vin sans capsule. Laurent ? Vendre des vins sans capsule, en soi, ce n'est pas vraiment un problème. C'est juste vis-à-vis de la réglementation. Si aujourd'hui, un vigneron va mettre des restrictions, et être embarrassé pour vous envoyer. Voilà. Aujourd'hui, si je suis embarrassé pour envoyer des vins sans capsule, ce sera essentiellement vis-à-vis de mes distributeurs. Imaginons que je vende du vin à un caviste et que vous, caviste, vous le revendiez après à un autre corps de métier. Ça peut être un restaurant. Normalement, vous êtes tenu aussi de fournir ce document d'accompagnement. Et c'était plus risqué de vous mettre dans l'embarras que de vous confier des lots de bouteilles sans capsule. Si vous en êtes parfaitement conscient, dès lors, le document, vous allez l'établir et vous n'aurez pas de problème. Voilà. Imaginons un inspecteur des douanes qui débarque un jour, qui fasse un contrôle et qui voit dans un établissement pas de capsule. Il est normal et légitime qu'il s'interroge. Si ce document, vous l'avez, si nous, sur la facture, nous l'avons établi, aucun problème. C'est plus une histoire de confort qu'on a cherché. Aujourd'hui, on peut très bien partir sur des lots, en tout cas, de droits acquittés sur lesquels on n'aurait pas les capsules. Bien sûr, après, il y a d'autres codes, des codes usuels, des codes d'achat. Une personne qui verra un lot sans capsule peut s'interroger en particulier. Mais c'est à vous, cavistes, c'est à nous de communiquer, de faire en sorte que cela apparaisse différemment. Voilà, l'idée de la conférence aujourd'hui, c'était vraiment de dire qu'il fallait qu'on parle et qu'on échange les uns avec les autres. Voilà, donc sur les capsules, ça se met en place assez gentiment. Moi, j'ai été très, très, très surprise de la facilité avec laquelle pas mal de vignerons ont répondu à l'instant T, oui, ok, pas de problème, sur la prochaine commande, ça part comme ça. Ou oui, sur les prochaines, ou l'année prochaine, je ferai en sorte, moi c'est tout embouteillé, tout capsulé, mais l'année prochaine, bien sûr, avec grand plaisir, je suis prêt, c'est partant. Et puis on s'est aussi aperçu qu'on avait déjà des vignerons qui le faisaient sur d'autres marchés, qui attendaient juste qu'on en parle en fait. Voilà. Donc d'où vraiment l'idée d'en parler et parfois de rassurer les vignerons aussi sur le fait que c'est assez facile et que vous êtes en contact avec le client et que le client, quand on lui parle et qu'on lui explique, il a finalement beaucoup moins de freins qu'on ne pourrait l'imaginer. Donc ne pas hésiter à parler en aval. Ça dépend peut-être des régions et des milieux, hein, c'est toujours pareil, on n'en est pas toujours... moi j'ai une collègue caviste qui est à Neuilly qui me dit « Ouh là là, chez nous, c'est pas prêt ». Mais bon, si on est de plus en plus nombreux à le faire et à distribuer de la bouteille sans capsule, je pense que ça ira de plus en plus vite. Et le point, alors là, qui est un petit peu plus ambitieux, c'est la bouteille réutilisable. Je ne sais pas si vous avez commencé à en entendre parler. Alors, moi, je suis la 4e génération. Mon père a mis en bouteille... Donc il est arrivé, quand je suis arrivée avec ma super idée de bouteille réemployée, mais on réinvente le fil à couper le beurre, là, ou bien ? Oui, nous réinventons, nous remettons en place donc un système de consigne qui a été arrêté dans les années 60, me semble-t-il. 60-70, n'oubliez pas d'éteindre vos téléphones, hein, s'il vous plaît. Merci, Angélique. Dans les années 60-70, donc en fait, il n'y a pas si longtemps. Hein. Donc la consigne a été arrêtée parce que le lobbying verrier trouvait qu'on ne consommait pas assez de verre, peut-être. On ne se lance pas sur ce sujet-là. La partie marketing aussi, pouvoir faire des bouteilles de toutes les formes, des étiquettes de toutes les couleurs et de se démarquer
facilement par rapport à la bouteille étoilée où tout le monde avait la même. On va revenir à la bouteille étoilée. On va les Non. faire rêver là. Non, mais justement, Oui, effectivement. c'est le marketing aussi qui a fait exploser le verre perdu. Tout à fait. Donc, c'est là où vous allez intervenir parce que c'est un peu plus long à mettre en place que le sans capsule, peut-être. Il y a peut-être plus de freins, il y a quand même toute une industrie à organiser. Néanmoins, pareil, quand on en parle aux vignerons, il y en a plusieurs qui nous disent « Ah oui, je me suis posé la question il y a 10 ans, c'était compliqué à mettre en place, mais j'ai entendu parler de quelque chose, tiens, je vais me renseigner ». Et donc nous, aujourd'hui, on est point de collecte. Je ne pense pas que tous les points de vente peuvent dire point de collecte. Il y a un problème de place, il y a un problème de circulation. Je ne sais même pas encore très bien comment, une fois que j'aurai collecté beaucoup de bouteilles, je vais les renvoyer. On va se poser les questions les unes après les autres. Aujourd'hui, j'ai 2 cuvées en bouteilles réemployables, donc c'est vraiment pas beaucoup. Donc on se met en place vraiment petit à petit. Mais pareil, en parlant, c'est vraiment un sujet qui est au cœur aujourd'hui. Alors, plus des exploitations que des cavistes, mais on en parle beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres sur l'économie que ça génère? Ou vous avez peut-être d'autres sujets que vous vouliez aborder justement? Non, mais du coup, on peut avoir les slides qui vont avec. C'est encore mieux. J'ai pas vos slides à moi. Ok, il n'y a pas mes slides derrière. Hop là. Et voilà, c'est ça. Pardon. Donc effectivement, là, le réemploi, il a toute sa place dans la conférence pour améliorer l'impact environnemental des cavistes. Donc le réemploi, en fait, c'est la boucle vertueuse que vous voyez là-bas tout à droite. Et donc, à l'inverse du recyclage, où la bouteille, en fait, elle va être collectée, broyée, refondue pour faire des bouteilles neuves. Là, la bouteille réemployable, elle va être collectée, lavée, contrôlée et reconditionnée pour être revendue à des producteurs. Et donc, pour recycler, on va devoir faire fondre les matières à 1500 degrés pendant 24 heures. Alors que pour réemployer, en fait, dans l'usine de lavage, la bouteille, elle va passer une vingtaine de minutes dans un bain d'eau sodée à 80 degrés. Donc là, on peut aisément voir l'impact environnemental. On va avoir une économie d'énergie, donc par rapport au recyclage, de 79% d'énergie en moins. On va avoir 51% d'eau consommée en moins, parce qu'il faut savoir que recycler, ça consomme de l'eau. Et enfin, 76% de CO2 émis en moins, en fait. Il faut savoir que cette boucle-là, la bouteille, peut en faire jusqu'à 50 tours. Ensuite, pour les producteurs, le réemploi, ça va être une obligation réglementaire qui se fait de plus en plus proche, puisque la loi AGEC, donc la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, et son décret d'application impose qu'en 2027, les producteurs mettent sur le marché au moins 10% d'emballages réemployés. Et sachant que dès aujourd'hui, en fait, pour des chiffres d'affaires au-delà d'un certain seuil, en fait, ça s'applique déjà. En fait, il y a déjà au moins 5% d'obligation. Excuse-moi, du coup, si on utilise des cartons réemployables, est-ce que ça rentre dans ces 5%-là d'emballage ? Alors là, c'est vraiment pour les bouteilles, pour les contenus, pour ce qui rentre dans la REP. Après, pour les cartons, je ne sais pas trop comment ça fonctionne. C'est global, hein. C'est global, d'accord. C'est pas très précis, mais même la palette. Ça fait partie du jeu. Voilà, c'est juste pour que... Ça va, c'est pas, tout ce qui est emballage secondaire et industriel, c'est pas la même réglementation. Donc il y a peut-être des proportions différentes. Mais de toute façon, la loi va de plus en plus demander, en fait... Même entre industriels. Tous les emballages. Oui, c'est ça. Pardon. Oui, je vous disais juste que tous les emballages sont concernés, carton, palette, etc. Alors c'est vrai qu'il y a différentes lois qui concernent tout ça, mais la loi AGEC, elle vise tous les emballages, y compris entre industriels. Okay. Mais on est très loin, effectivement, des 5%. Donc voilà, ça fait son chemin et il faut savoir que là, c'est une échéance qui est là et qui est écrite dans la loi. Et donc ensuite, en fait, il faut savoir que c'est plébiscité quand même le réemploi. Il y a 92% en fait, des Français et des Françaises qui sont favorables à rapporter leur emballage consigné. Donc en fait, le public, il est prêt, en fait, il aime cette idée. Et donc pour les cavistes notamment, c'est un moyen d'attirer des consos que d'être point de collecte et de proposer en fait, des cuvées en réemploi dans votre boutique. Mais c'est aussi une manière de fidéliser les consommateurs aussi.
puisque tu la ramènes, tu peux en reprendre une pleine. Est-ce qu'on a une idée aujourd'hui du nombre de points de collecte et d'une carte de France qui... Oui, alors au sein du réseau France Consigne, aujourd'hui, on va avoir plus de 950 points de collecte. Et on peut justement, en fait, sur notre site internet, par exemple, avoir accès à cette carte de points de collecte. Très bien. Voilà. Donc on peut éventuellement, excusez-moi, donc être point de collecte ou réorienter vers des points de collecte proches. Servir toujours de communicant, en fait. Complètement. Et enfin, et là c'est plus à l'attention des producteurs, le réemploi, ça va vous permettre de maîtriser vos appros à des coûts aussi qui sont maîtrisés, parce que par rapport à la crise du verre là, de ces 2 dernières années où les coûts des bouteilles neuves ont explosé, et avec les coûts de l'énergie qui vont en augmentant, en fait, le neuf ne va pas vraiment baisser, et là les bouteilles en réemploi en fait sont intéressantes également en fait. Tu veux un autre slide ? Ouais, tu peux. En tant que producteur, je voudrais poser une question. C'est une question qui est provocante au départ, mais qui doit permettre d'ouvrir. Donc, ce que je souhaite, c'est me différencier de mon collègue, ne pas avoir les mêmes habillages, les mêmes présentations. Je ne souhaite pas avoir une bouteille 5 étoiles. Est-ce que ce que vous allez me proposer, c'est une bouteille 5 étoiles ? Alors, c'est pas on travaille avec des standards. En fait, il y a plusieurs manières de faire du réemploi, mais on va dire qu'effectivement, le réemploi parfait, tel qu'on le développe à l'échelle nationale, on va travailler avec des standards de bouteilles. Donc, en fait, le but, c'est que les bouteilles soient interchangeables entre les producteurs, pour pas qu'elles aient besoin en fait de retraverser la France, parce que justement, elles sont siglées de telle appellation, des choses comme ça, gravées. Et en fait, même si elles sont consommées, je sais pas, à Lille, il faut qu'elles retournent, parce que c'est un rosé de Provence, il faut qu'il retourne en Provence se faire reconditionner. C'est l'objectif, en fait, c'est pour donner plus de sens au réemploi, c'est donc cette standardisation des bouteilles. Donc on a en fait développé, notamment avec le réseau Vrac et Réemploi, une gamme de standards, qu'on peut le voir là, qui répond à énormément de typologies de boissons. En fait, là on parle du vin, mais pas que. On a le cidre, la bière, les jus, les softs, et on travaille avec ces standards. Mais après, pour les producteurs, il y a aussi d'autres manières de rentrer dans le réemploi. Par exemple, si vous avez des bouteilles neuves qui sont mal stockées, ou là où ça a été ouvertes, et là vous ne pouvez plus les utiliser en l'état, vous pouvez les faire laver et les réutiliser, alors que sinon vous les auriez jetées en fait, par exemple, ou alors des bouteilles de dégustation qui ne sont pas étiquetées, voilà, après on peut tant que c'est pas étiqueté, c'est pareil, on peut les laver et les refaire partir dans le circuit. Et enfin, on va dire que le dernier réemploi qu'on peut imaginer, ça va être pour des producteurs qui maîtrisent leur circuit de distribution, qui passent par des cavistes notamment, ou alors par des grossistes, et qui travaillent en livraison collecte, comme aussi le fait Coca-Cola en CHR. En fait, du coup, là, tout le circuit de distribution est maîtrisé. Le producteur va récupérer ses bouteilles, donc peut les faire laver, même si c'est des bouteilles propriétaires. Donc, il n'y a pas qu'une seule manière d'imaginer le réemploi, en fait. À toutes les échelles. Ouais. Il y avait un autre slide ou pas ? Oui, il y avait du coup, c'était vraiment... Oui, il y en avait un autre après. Hop, tu y es. Donc, voilà, c'était vraiment pour vous présenter France Consigne, parce qu'on représente aujourd'hui 10 opérateurs de réemploi à travers la France, et 4 usines de lavage, avec une 5e qui devrait voir le jour au courant de l'année. Et il faut savoir qu'en 2023, en fait, tous nos opérateurs ont permis le réemploi de 2 millions de bouteilles. Donc ça commence, c'est certes encore pas... Ça peut paraître confidentiel, mais les volumes commencent à augmenter de manière intéressante. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, plus de 950 points de collecte et 550 producteurs partenaires. Et donc, il faut savoir que... Et quand on veut devenir point de collecte, on se déclare auprès de France Consigne ? Donc, on peut être déjà un interlocuteur unique, si vous ne savez pas qui contacter, puisque 10 opérateurs qui je contacte. Et après, nous, en fait, on peut vous rediriger vers l'opérateur avec qui vous pourrez travailler. Et donc, que ce soit producteur ou distributeur, en fait, on va pouvoir vous accompagner. Donc, le producteur à trouver quelle est la meilleure façon pour vous de faire du réemploi. Et après, dans ce cas-là, quelle bouteille, quelle étiquette, parce qu'on a parlé de la bouteille, mais
L'étiquette aussi, elle a son importance parce qu'il faut qu'on puisse la laver. Donc, il y a des contraintes particulières sur l'étiquette et donc ça, on va vous accompagner pour choisir le bon adhésif, le bon papier. Et puis, pour les magasins, pour les cavistes aussi, vous accompagnez en étant point de collecte. Tout à l'heure, tu disais aussi qu'il y avait une problématique de place, on disait, chez les cavistes. Et donc, en fait, les opérateurs vont être capables de vous proposer des offres adaptées avec très peu de casiers quand même et des collectes plus fréquentes. En fait, vraiment, l'idée, c'est qu'ils s'adaptent en fait à la typologie des magasins pour que ça marche, en fait, pour que la boucle tourne. Et puis, vous proposez aussi plein de références produits en réemploi, puisque tu me disais que tu n'avais que 2... Pour l'instant, nous, et on en est qu'au début de la communication auprès de nos vignerons, mais ça entame plus des échanges et des conversations que pour l'instant un passage à la réalité avec pour l'instant, nous, on n'a que 2 cuvées en bouteille réemploi. Mais par contre, on s'aperçoit que d'échanger avec eux et d'en parler, il y a beaucoup qui se réintéressent au réemploi. Et au niveau des cavistes qui sont dans la salle, c'est des choses qui vous parlent? Vous auriez des questions ou pas? Parce qu'en fait, ça peut être un échange intéressant. Plein de questions parce qu'on part de zéro et c'est pas quelque chose d'habituel. Après, effectivement, comme la plupart des gens, c'est quelque chose qui nous intéresse énormément. On se pose juste des questions, vu que c'est nouveau, sur la réalisation réelle du projet. Est-ce que ça va aboutir dans longtemps? Il y a quand même beaucoup de boulot, je pense. Et nous, ce qu'on peut faire en tant que caviste, en fait, à notre échelle, parce que je pense qu'on n'est pas les plus gros acteurs. On peut être acteur au niveau de la communication. Après, pour la réalisation, clairement, c'est ce que j'étais en train de dire à l'un de mes collègues. Je pense que là, c'est pas du tout c'est vrai notre que c'est de secteur, quoi. Ça va être plutôt entre le vigneron et c'est les choix après. Tout à fait. Mais d'en parler avec nos vignerons, on s'aperçoit que ça lance aussi une dynamique. Ouais. Parce que par exemple, sur la capsule, ça a été assez flagrant. Rien que le fait d'en parler, ça, là pour le coup, débouché très vite, parce que de façon individuelle, le vigneron peut être vite prêt à ne pas mettre de capsule. Et d'en parler avec... moi, ce qui m'a surpris, c'est surtout parce que le frein de tout le monde là-dedans, c'était le consommateur. La première, c'est oh là là, mais le consommateur, il va pas comprendre, il va pas savoir. Et en fait, c'est à quel point c'était un de nos sujets. Alors, je le redis, nous, c'est ce qu'on a vécu au sein de notre boutique. Peut-être qu'il y a des quartiers ou des endroits où c'est peut-être plus long, etc. Mais Laurent me soulignait tout à l'heure, mais il me dit, et du coup, le sans collerette avec les champenois, ça se passe comment? Mais je dis, mais c'est pareil, en fait, c'est pas aux champenois qu'on s'adresse tout simplement. Nous, ça fait quelques années qu'on leur demande juste de réduire leur collerette, parce que la collerette qui couvre un tiers de la bouteille, ça fait quand même, quand vous ouvrez une bouteille de champagne, la notion de déchet, elle vous saute un peu à la figure. J'ai bien compris que déjà, de leur demander de ne pas tout nous livrer en emballage individuel, c'était déjà... Mais c'est gratuit. Ben non, je pense que je le paye quelque part. Mais voilà, c'était déjà des marches. Mais par contre, à force de le demander chaque année, on commence, ça y est, voilà. C'est là où je dis qu'on a quand même notre rôle à jouer, même si on a l'impression de jeter un peu des gouttes d'eau dans l'océan. Je pense que quand même, on peut rassurer nos vignerons sur le fait que le consommateur, c'est bon, il est prêt en fait. On lui explique à la télé qu'il faut qu'il éteigne la lumière, alors... ça va. Les gens, en fait, ils sont plus que prêts. Le projet est super intéressant, mais par contre, c'est vrai que nous, en tant que cavistes, on n'en a pas tant entendu parler que ça quand même. La conférence. Ouais, voilà, non, mais sans vrai, ça, sans cette conférence, admettons, si on ne s'était pas déplacé jusqu'ici, nous, on est au Cap Ferré. Là, franchement, je ne sais pas comment on aurait eu l'information. On aurait fini par l'avoir, mais de façon détaillée, je trouve que pour l'instant, après, c'est peut-être les débuts, mais il n'y a pas... on n'est pas vraiment averti, pas du tout au courant. Donc c'est vrai que ça... Là, le fait de venir ici, bien sûr, ça nous intéresse à aller beaucoup plus loin. Mais sans être venu ici, je ne suis pas certaine qu'on aurait poussé plus loin. Voilà, c'est pour ça vraiment que j'insiste sur l'idée de la consigne. Ouais. C'est en fait, et vous allez en parler auprès de vos clients dans vos boutiques. Et puis vous allez en parler à un copain caviste. Et puis vous allez en parler à 3 vignerons qui lui-même en parlera à un autre caviste. Et c'est pour ça que je dis qu'on est vraiment dans l'ordre du colibri.
Et parce qu'on est encore les petits. Et ça, c'est vrai. Par contre, quand tu auras plusieurs petits qui vont faire le mouvement, que du coup les gros vont prendre le truc en main, alors là, la bascule, elle se fera en 2-2. Et je pense que dans quelques années, on pourra se retrouver et en reparler. On aura, tu te souviens, on avait l'impression de soulever des montagnes. Et ce ne sera plus un sujet. Il y en aura d'autres à traiter, mais... Pour le problème de l'eau, Laurent, tu peux me rappeler, depuis 1 an, combien tu as vu d'eau chez toi ? Enfin, nous sommes entre Narbonne et Perpignan, en bord de mer. L'an dernier, la pluviométrie est de 240 mm. La vigne, je rappelle, a besoin de 350 mm à minima pour faire son cycle. Donc voilà, c'est pour moi un sujet sur lequel je peux vite bégayer et avoir des problèmes parce que la vigne risque fort de disparaître sur nos zones. Par contre, le lien était là. Je me demandais pourquoi tu voulais que j'enchaîne sur ça. Aujourd'hui, on travaille sur une autre filière. Et quand on est en train de créer une autre filière, il s'agit de la filière de l'aloe vera, du conditionnement, dont on reprend exactement toutes les thématiques. Mais quand on est sur une filière qui a une existence, déjà de plusieurs générations, tu le rappelais, moi, mes arrière-grands-parents voyaient non pas des bouteilles, mais des tonneaux. Hein. Donc, le réemploi, les bouteilles, ça se faisait chez les cavistes. Voilà. Aujourd'hui, quand on envisage de créer une nouvelle filière, on envisage d'autres solutions. Donc, celle du réemploi des bouteilles m'intéresse pour la filière viticole, peut-être aussi pour l'aloe vera, mais je commence à regarder des conditionnements qui se compostent. Pour le vin, on a aussi le problème de l'oxygène qui peut venir et qui peut altérer le vin. Sur d'autres contenants qui se compostent, on n'a pas ces problèmes-là. Voilà. Donc ce sont des alternatives que je regarde. J'avais envisagé à un moment une bouteille à base de lin, mais c'était le moule qui me semblait un peu cher, 160 000 € pour faire un moule avec le risque après d'avoir de l'oxygène. Donc il fallait rajouter un peu de sulfite. Donc finalement, j'ai préféré conserver mes bouteilles classiques. Voilà. Donc d'autres contenants, d'autres choses se font aussi dans d'autres filières. À nous d'être un peu intéressés, de regarder ce qui se fait. Je pense sincèrement que la filière vin ne peut pas se passer de cette alternative qu'est la bouteille. Ça consomme énormément de CO2, d'énergie. Il y a le problème du retour. Il y a le problème aussi de la gestion des vignerons. Parce que nous aussi, on sera site de collecte. On a des lieux de vente, on vend aux particuliers. Donc on devra récupérer ces emballages. Comment on fait ? J'espère qu'on sera moteur et pas un boulet à la sortie. Vous serez bien accompagné normalement, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques ? Alors ça, c'était les 2 gros sujets qui pourraient nous occuper des heures entières, je pense, parce qu'on a tous échangé longuement avant la conférence. Et puis il y a tous les petits sujets du quotidien, mais voilà, allumer la clim que la nuit, pas la journée, pas laisser le lave-verre allumé toute la journée, etc. Enfin, tout peut être en mode économie d'énergie, mais ça, j'imagine que vous le pratiquez déjà très largement. Néanmoins, toutes les idées sont bonnes à être échangées, parce qu'on est parfois encore un peu surpris de ce qui ne se fait ou de ce qui ne se fait pas chez les uns et chez les autres. Est-ce qu'il y avait des questions auprès des vignerons sur... Merci. Oui, bonjour. Je vous avais déjà rencontré à Perpignan, enfin à Rivesaltes, au mois d'avril l'année dernière, concernant le réemploi des bouteilles. Donc, je suis vigneronne dans le Roussillon. Et j'ai une question supplémentaire par rapport au lavage et au fait de dire on arrête la capsule. Donc, il y a une alternative à la capsule qui est parfois utilisée par les vignerons, c'est le cirage, où on cire juste la partie haute de la bouteille pour permettre une meilleure conservation du vin aussi, éviter la capsule. Et bon, moi, ça me paraissait être un joli moyen sur des cuvées haut de gamme tout de même d'éviter la capsule et d'être un peu dans quelque chose de plus écologique. Bon. Est-ce que la cire peut être lavée, ou peut être passée dans vos machines à l'état actuel.
Alors, effectivement, c'est une bonne alternative, mais ça ne va pas pouvoir être lavé, en fait. Là, nous, on est vraiment sur quelque chose d'aqueux, en fait. Dans la machine, c'est de l'eau et de la soude. Et on ne va pas aller dissoudre des corps gras comme la cire, en fait. Donc, ça va être... D'accord, donc des bouteilles qui seraient potentiellement réutilisables ne pourront pas l'être si elles sont cirées. Oui, c'est ça. D'accord. Ou alors, il faudrait une étape manuelle au préalable, en fait. Ouais. Et là, ça va faire monter le vigneron qui gratte tout avant ou un opérateur, et là, ça va être compliqué. On a tous envie de rester dans quelque chose de cohérent. Juste pour compléter, donc moi je suis de Hop Consigne, donc effectivement on a la filière sur l'Occitanie et on est laveur. On aimerait beaucoup accepter la cire, mais c'est pas possible parce qu'effectivement ça se dissout pas dans le bain de soude. Et par ailleurs, si on devait gratter, ça fragilise la bouteille. Parce que ça oblige voilà. Donc la capsule aussi, ça la fragilise, mais beaucoup moins. Là, il faut vraiment gratter pour détacher la cire. Donc ça fonctionne pas. Oui, donc moi j'ai été très attentive sur le réemploi des bouteilles. Donc j'avais 2 questions. Est-ce que vous avez un projet de vous développer dans le nord-est de la France ? Et surtout la question qui m'intéresse, c'est sur le coût. Est-ce que vous avez le coût des réemplois de bouteilles, de lavage, tout ça ? Parce que vous avez donné des pourcentages d'économie d'énergie et d'eau, mais pour les coûts, qu'en est-il par rapport à du verre et des bouteilles classiques, enfin, le système conventionnel, on va dire. Ok. Alors déjà sur la partie localisation géographique, il n'y a plus la carte, mais en fait dans le nord-est, on va voir. Il y a 2 opérateurs de réemploi. Donc il y en a un qui est basé dans le nord, qui est à Lille, et il y en a un autre, c'est en Bourgogne-Franche-Comté. Donc je ne sais pas où vous êtes dans le nord-est. C'est quoi le nord-est pour... Dans le trou. Mais en fait... Non, mais voilà, les opérateurs peuvent monter ou peuvent descendre pour venir vous accompagner. Et, donc après ça, vous pouvez nous contacter et l'opérateur qui pourra vous accompagner au plus proche de votre territoire le fera. Alors après, au niveau du coût, l'idée, c'est de toute façon d'être au maximum aussi cher, au même prix que le neuf, en fait. Mais ça va dépendre en fait de votre type de bouteille, par rapport aux standards que j'ai présentés. Ça va dépendre de votre production en fait. Si vous faites 20 000 cols ou 2 millions de cols, de toute façon vous ne l'achetez pas au même prix la bouteille. Donc c'est hyper compliqué de vous répondre sur un gain économique parce que ça dépend de plein de critères par rapport à aujourd'hui. Donc là, pendant la crise du verre, le réemploi était clairement moins cher que les bouteilles neuves pour une grande partie des producteurs. Donc je ne peux pas avoir de réponse chiffrée et universelle, en fait. Ça va être un peu compliqué. Il y avait Frédéric, tout à l'heure, tu parlais de la cire. La cire, si elle vient sur la bouteille et qu'elle arrive qu'elle couvre 3-4 cm, c'est plus d'ordre esthétique. Tout à fait. Tout dépend aussi, à mon sens, la cire que tu vas utiliser. Il y a des cires qui accrochent particulièrement et qui posent des problèmes. Il y en a d'autres qui montent assez facilement. Donc, si tu arrives à faire jouer sur la quantité de cire que tu apposes sur ta bouteille, à l'ouverture, quasiment tout s'en va. Donc, ce sont aussi des gestes que nous, vignerons, nous devons revoir pour pouvoir orienter ou pouvoir, si on veut vraiment orienter vers ce type de contenant. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Sur le 100 capsules, par exemple, vous sentiriez des freins vis-à-vis de vos clients ou pas ? Ou c'est quelque chose que vous n'avez même pas ? Pour l'instant, vous n'êtes pas posé la question, en fait. D'accord. On se l'a posé, justement, on se demandait quand même sur certaines... Et en fait, c'est un peu... Voilà, c'est cliché, mais sur du haut de gamme, on se demandait est-ce que... voilà,
Est-ce que le client serait au départ un petit peu contrarié? Mais parce qu'il y a pas mal de gens qui, je pense, qui se poseraient quand même la question, qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils ont oublié quelque chose? Je pense qu'au début, après, c'est un travail, encore une fois, de communication. Ouais. Je pense pas que ce serait mal perçu, ce serait juste du boulot au début de réexpliquer, d'expliquer le chemin à tout le monde. Après, je pense pas que ce soit mal perçu par qui que ce soit, dans tous les cas, hein. C'est purement esthétique. Mais après, c'est quand même, on a été tous habitués comme ça depuis toujours. Donc c'est un pas à prendre, c'est un changement, hein. C'est tout, hein. Et puis, ça me semble pas la question infaisable, hein, est très pertinente. Commençons déjà par les petites cuvées, alors du coup, si ça semble facile à tout le monde. Et puisque finalement, exactement. Le volume, il est souvent... Enfin, peut-être pas au Cap-Ferret, mais... Comment ça convient les petites cuvées au Cap-Ferret? Non, il ne faut pas croire ça aussi, c'est des idées reçues. Oui, complètement. Non, mais en fait, il y a beaucoup d'idées reçues. En fait. Oui. Nous, on va jusqu'à, pour l'instant, que 50 €. Ouais. Et au final, les clients sont appropriés la bouteille comme ça pose pas de souci. Ouais. Sur les bouteilles chères, dans notre expérience, le plus gros frein pour l'instant, c'est sur les vignerons, en fait. Oui, ça ne m'étonne pas. Ouais. Tu demandes quoi, là? Voilà. Ouais. Mais pareil, quand toutes les petites... Il faut commencer à un moment donné, de toute façon. En fait, c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose? S'il y a des questions supplémentaires, nous, en tout cas, on a un stand à l'espace partenaire dans le hall B3. Et ben voilà. Tels des petits colibris, allez vendre du vin. Merci beaucoup de votre attention. Merci.